Bonjour à tous. La famille est l'unité sociale de base au sein de laquelle sont communiquées aux jeunes membres de la société les normes et les valeurs, les croyances et la connaissance, ainsi que les compétences utiles au quotidien. En Afrique, c'est au niveau de la famille que la société accuse le plus douloureusement le coût du sous-développement et du changement social, mais le coût du développement également. Et donc, ce sera pour parler de ce sujet-là que nous avons sur ce plateau comme invité Madame Barkatou Sabi Boun. Elle est spécialiste des questions du genre et du développement. Donc, avec elle, il va s'agir de parler Afrique et genre, les revers du développement, puisque le développement n'a pas que des côtés positifs. C'est parti. Alors, Madame Barkatou, bonjour. Bonjour. Et ravi de vous recevoir. C'est un plaisir. Merci de m'avoir invité. Alors, c'est un plaisir partagé. Justement, nous sommes là pour parler développement, nous sommes là pour parler famille, genre, et justement, puisque nous sommes en Afrique et les impacts du développement sur la famille, la cellule familiale en général, est-ce que vous pensez que la cellule familiale est restée la même à l'ère du changement, à l'ère du développement aujourd'hui? Bien, il faut dire que la famille, comme toutes les autres organisations de nos sociétés, de notre société africaine, a connu une évolution, une progression avec justement tout ce qu'il y a eu comme avancée au niveau du développement, qu'il soit économique, qu'il soit politique. La cellule familiale a subi plusieurs mutations parce que vous savez, en Afrique, nous sommes partis d'une famille large où père, mère vivent avec les grands-pères et les enfants sont encadrés. Les enfants, ils appartiennent à toute la communauté. Les changements intervenus dans notre mode de vie ont amené également cette famille-là à changer et à se nucléariser, si on peut l'appeler ainsi. Le père se retrouve avec la mère et les enfants. Donc ça, c'est déjà une évolution que nous avons constatée, qui a forcément ses bons et ses mauvais côtés. Et en dehors de ça, il faut remarquer que la famille a également progressé en ce sens que quand je parle de progrès, à chaque fois, il faut voir qu'il y a un bon côté et un côté qui mérite, même s'il n'est pas mauvais, qui mérite notre attention. C'est aujourd'hui, père et mère sont dehors. Alors que nous avions été habitués dans nos sociétés africaines, à voir la femme à la maison, s'occuper du ménage, s'occuper de ses enfants. Donc oui, la société africaine a connu une progression parce que de plus en plus de femmes, comme nous le voulons d'ailleurs, sont dehors et elles sont dans les différentes activités génératrices de revenus. Elles recherchent de l'emploi, elles travaillent comme employées, elles dirigent des entreprises, elles ont leur propre business, elles sont en politique. Donc effectivement, la cellule familiale a connu beaucoup de mutations avec les progrès de la société que nous constatons depuis longtemps. Et justement, parlons de ce problème-là. La femme a investi massivement, donc le marché du travail, comme vous l'avez si bien dit, pendant longtemps, la femme avait sa place au foyer. C'est elle qui avait à charge pratiquement à 80% l'éducation des enfants, les plis qu'il fallait donner à l'enfant. L'homme se chargeait d'aller chercher de l'argent pour donc subvenir aux besoins matériels de la famille. Aujourd'hui, ça n'est plus la même chose puisque la cherté de la vie, on la sent, on la vit, tout est devenu cher et il est devenu difficile aux hommes à eux seuls de subvenir aux besoins de la famille, d'où donc l'investissement de la femme sur le marché du travail. Oui, de plus en plus, et vous savez, nous sommes dans un environnement très compétitif et donc nous aspirons à un niveau de développement qui fait que aujourd'hui on ne peut plus garder la femme à la maison comme on avait l'habitude de le faire dans nos sociétés. Et donc à un moment donné, il s'est imposé à tout le monde la nécessité de comprendre déjà que au-delà même de la question de justice sociale, parce qu'on n'a pas choisi d'être femme quand on est, au-delà de cette question de justice sociale, de permettre à chacun de choisir librement ce qu'il a envie de faire et non pas obliger quelqu'un, parce que la conception de la société obligeait la femme à rester à la maison. Donc,
Au-delà de cette question de justice sociale qui veut que la femme choisisse librement la vie qu'elle a envie de mener, c'est également une question de développement. Parce que la femme qui sort pour produire de la richesse, c'est pas que pour son pays, mais c'est également réinvesti au sein de sa famille, c'est investi sur ses enfants. Et c'est de l'épanouissement aussi. Et c'est de l'épanouissement aussi pour cette femme-là qui a la possibilité de choisir un métier qu'elle pourra exercer dehors au contact d'autres personnes. Mais en même temps, ce qu'il faut préciser, c'est que cette femme qui sort, et l'homme également qui sort, donc tous les deux sortent le matin. Et vous savez, surtout en milieu urbain, les distances parfois sont très longues. Et donc, le couple se retrouve à sortir, à aller travailler. Les enfants, vous savez, de plus en plus, au moins, le phénomène est en train de se réduire, le phénomène des enfants placés. On a l'habitude de confier les enfants à d'autres enfants ou aux femmes de ménage, aux nourrices et tout, aux nounous. Donc, les enfants n'ont plus forcément accès, en tout cas de façon globale, il y en a ne jouissent plus de la présence de leurs parents, ne jouissent plus de cette affection parentale qu'ils devraient avoir ou qu'ils avaient par le passé. Et donc ce problème-là, effectivement, mérite qu'on y jette un regard. Certes, nous avons envie que toutes les femmes aient le choix et tout, mais cela réside dans la discussion en fait. Lorsque vous avez des enfants. Donc, je situe en fait la responsabilité à deux niveaux. Au niveau du couple qui aspire à avoir des enfants, mais également au niveau du système de gouvernance, si je peux le dire ainsi, de l'organisation du travail au niveau du pays donc, dans lequel ils vivent. Donc, au niveau du couple, il s'agit de voir en toute responsabilité qu'est-ce qu'on a envie de faire. On a envie d'avoir des enfants et là, chacun a le loisir, ou bien ils ont au moins le loisir de s'entendre sur le rôle que chacun doit jouer. C'est une question d'organisation. Une question d'organisation dans la répartition des tâches, dans la répartition donc des rôles à la maison, qui ne prive pas entièrement la femme de son droit d'aller travailler dehors, d'aller exercer un métier de son choix, mais qui permettent quand même d'avoir un regard sur l'enfant et de lui donner cet amour dont il a besoin pour grandir équilibré. Et même le suivre, parce que moi j'ai grandi avec une mère qui me faisait réciter mes leçons régulièrement, mais c'est quelque chose que nous avons tendance à perdre. Rares sont les parents qui en ont encore le temps. Donc, malheureusement. Le second niveau où cette question peut être regardée avec beaucoup plus d'attention, c'est au niveau de l'organisation de l'État, au niveau de l'organisation du travail. Plusieurs pays ont eu de l'avance donc sur cette réflexion parce que les femmes, elles travaillent, mais l'État a mis en place un système de garderie. Oui, pas vraiment de garderie. Enfin, je ne peux pas parler de garderie, mais des horaires de travail flexibles et modulables, de sorte que un couple qui désire avoir un enfant ou qui a un enfant a la possibilité, à partir déjà des congés parentaux, chez nous, il y a qu'un congé Oui, on a un congé maternel, de maternité. Les hommes ont droit à 3 jours. Non, droit qu'à 3 jours. Dans d'autres pays, c'est plusieurs mois. Donc, le congé parental, il est aussi bien pour le père que pour la mère. Et après que l'enfant soit venu, après la jouissance de ce congé, les deux parents ont la possibilité d'alterner. De sorte que l'homme peut travailler dans la matinée avec son employeur, dans son entreprise, et l'après-midi, la femme s'en va travailler. De sorte que pendant la journée, l'enfant a au moins un de ses parents avec lui. Donc, ce système-là permet aux deux parents d'avoir la liberté de travailler, d'exercer un métier professionnel, mais aussi de passer du temps avec leur enfant et donc de ne pas laisser cet enfant souffrir donc des questions du développement et de venir en fait avoir le côté négatif du développement. Il y a un autre point que j'ai voulu souligner, la question de la valorisation du travail domestique, parce que je pense que si nous arrivons à quantifier le travail domestique. Vous voyez, quand vous avez une femme de ménage, vous la payez. Absolument. Les hôtels Même payent... si c'est dérisoire. Voilà. Les hôtels payent les femmes qui font les lits. Les hôtels payent les cuisiniers. Les restaurants payent les cuisiniers. La femme au foyer devrait être payée.
Et même si elle n'est pas payée, en fait, il faudrait qu'on arrive à mettre en place un système qui permette d'apprécier ce travail-là et donc de le considérer également comme un travail, même s'il n'est pas payé de façon pécuniaire, mais qu'on considère cela comme du travail fourni. Et donc, ce travail fourni, s'il est valorisé, j'exagère peut-être, mais calculé au niveau des agrégats, en parlant du PIB d'un pays, qu'on puisse prendre en compte ce travail-là, qui de toute façon, si la femme ne le faisait pas, on paierait quelqu'un pour le faire. Absolument, oui. Donc, si on en arrive en fait à valoriser ce travail, je pense que même les femmes qui choisissent librement, parce qu'elles ne veulent pas tout aller en politique ou en business, les femmes qui choisissent librement de rester à la maison ne verront plus d'un côté, du moins ne verront plus le travail comme un travail péjoratif, réducteur, parce que ce travail-là aura été valorisé. Parce que c'est ça aussi le problème qui se pose. Tant qu'on a l'impression que le travail que nous faisons n'est pas valorisé, on ne s'épanouit pas. Alors que quand on sait que le travail est valorisé, le travail est apprécié, on arrive à le mesurer, on se sent plus épanoui dans ce qu'on fait. Voilà, donc, et la femme se sentirait moins différente ou bien moins inférieure à celles qui ont leur travail dans des bureaux ou en politique, etc. Parce que c'est ça aussi, c'est vu un peu d'un œil péjoratif, c'est comme si... Réducteur. Réducteur, absolument. C'est comme si ces femmes-là, sans niveau, sont là et leur travail, c'est presque rien du tout. Elles travaillent un peu comme ma bonne, quoi. Comme madame. Or, c'est vraiment un grand travail et on voit les fruits avec les réussites des enfants. Exactement. Les réussites, l'éducation est totalement différente. Une mère qui garde elle-même ses enfants, c'est toujours différent, oui, en termes de santé de l'enfant, en termes de croissance, en termes d'éducation. Ça n'a pas, enfin, on peut pas le remplacer on peut pas remplacer ce rôle-là par une personne qui n'est pas la mère ou le père de l'enfant. Absolument. À un moment donné, on peut parler de substitution pour les cas extrêmes, si l'enfant n'a plus son père ou sa mère, mais ça, c'est des cas extrêmes. Tant que l'enfant a son père et sa mère, il est intéressant quand même qu'il puisse trouver la façon de ne pas abandonner les enfants. Alors justement, donc cette course effrénée pour les ressources financières, je vais dire, bien arrive à nous faire oublier le rôle, donc l'importance de la présence des parents aux côtés de leurs enfants. Cela joue énormément donc sur l'éducation de ces enfants-là. Oui, et la présence n'est pas que physique, parce qu'aujourd'hui, même quand il nous arrive d'arriver à la maison à temps et que les enfants sont encore en éveil, on constate dans plusieurs familles, chaque enfant, et ça aussi, on va dire, c'est les revers du développement. Oui, justement, j'allais en arriver là. Voilà. Vous parlez de développement éthique. Vous entrez dans une concession, tout le monde a la tête baissée. Papa est sur sa tablette, maman est sur son ordinateur, les enfants sur leur téléphone. Et il n'y a même plus de discussion, il n'y a plus d'échange, ni au moment du dîner, rien. Et ça pose c'est un drame. Oui, et ça pose un véritable problème sociétal, parce que ces enfants qui sont complètement déconnectés de la vie réelle, parce que les adultes encore on peut comprendre, ils peuvent faire la part des choses, mais ces enfants qui déjà très tôt sont déconnectés de la vie réelle et concentrés sur des écrans tout le temps, nous risquons d'en faire des robots. Donc il serait intéressant qu'on ait un regard particulier, surtout sur les enfants, sur les plus jeunes, pour leur permettre quand même d'apprendre la vie en société. Et cette vie en société, justement, commence à la maison. C'est-à-dire qu'il faut absolument que l'enfant ait la possibilité d'interagir avec ses parents, avec ses frères, qu'il ait la possibilité d'interagir avec les enfants du quartier. Nous avions connu ça et c'était extraordinaire. Oui, et donc, cet enfant qui a le contact avec ces personnes en grandissant, il sait qu'il appartient à une société. À une société, à une communauté. Mais sinon, il va grandir en pensant qu'il est un personnage de dessin animé ou un personnage de jeu vidéo. Exactement. On a même vu dans des cas, parce que l'enfant était tellement concentré sur sa tablette, eh bien, son petit frère se noyait juste à côté. Il n'a pas eu le temps de le regarder, tellement il était dans sa tablette que le drame s'est produit. C'est pas ce que nous souhaitons, justement. Merci beaucoup, Madame Barkatou Sabiboun. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir sur cette thématique qui touche au quotidien de chacun de nous et qui nous interpelle, parce qu'il faut que nous fassions quelque chose pour arrêter l'hémorragie. C'est une hémorragie si on ne l'arrête pas. C'est vrai. Merci beaucoup. C'est donc la fin de votre page invitée. Ravi de vous l'avoir présenté. Et très bonne suite des programmes sur Sika Télévision. Au revoir.